Fréquence drone. Décolle. Fréquence drone, la première web radio francophone dédiée aux télépilotes et acteurs des filières drones aériens, terrestres, aquatiques et subaquatiques. Fréquence drone. Interview. Bonjour à toutes et bonjour à tous. L'actualité en matière de drone est de plus en plus intense. À l'heure où je vous parle, nous sommes dans la phase 2 de l'exercice interarmé Orion, appelé O2, qui mobilise jusqu'à 7000 militaires de l'ensemble des armées sur 14 départements du sud de la France. Ceci est consécutif au déclenchement de l'échelon national d'urgence, ENU, qui a débuté le 9 février 2023. Mais Orion, c'est aussi le nom d'un drone. Un drone un peu particulier puisqu'il est tessered, autrement dit attaché, ou filaire en français. Il est destiné à la sécurité, qu'elle soit civile ou militaire. Quoi donc de plus naturel que de se rapprocher de l'équipe de la société Elister, concepteur du drone Orion. Et pour en parler, nous recevons aujourd'hui M. Guilhem de Marliave, cofondateur de la société Elister. Bonjour Guilhem. Bonjour Thierry. Guilhem, tu es centralien promotion 2012. Oui. Comment t'es venue l'idée de créer un drone filaire ? Alors la genèse, donc avec Timothée on était à Centrale Lyon, en promo ensemble, et on avait le projet de monter une boîte et je suis allé faire mon stage de fin d'études dans une société de drones sur Lyon, une boîte de service. C'était en 2012, donc c'était le tout début en France, avec le cadre de la DGAC, et c'était la boîte, c'était une personne qui développait des services plutôt pour l'audiovisuel, et je l'ai rejoint pour développer des services par drone sur la partie industrie, et donc c'était scan de centrales solaires, inspection de barrages notamment. Et c'est pendant le stage où ça m'a permis de voir aussi les contraintes des drones de l'époque. On avait des sujets de flyaway, de perte de communication et pas mal de difficultés avec les batteries. Et moi, mon rôle, c'était de développer des nouveaux services. Donc, c'était assez passionnant parce que vous connaissez bien le drone, mais on peut embarquer un peu n'importe quel capteur dessous. Et donc, en 3 dimensions, ça ouvre pas mal de perspectives. Mais il y avait toujours cet enjeu du temps de vol. Donc, avec 15-20 minutes à l'époque. Alors, on a fait des progrès, on arrive quasiment à 1 heure maintenant. Mais ça reste des missions qui sont très axées prise d'infos, reconnaissance, mais dès que c'est un peu plus long, ça devient compliqué. Et puis un jour, cette société a eu une mission, faire une inspection dans Paris d'une mairie. C'est donc cette société Studio Fly, et le fondateur c'est Philippe Gourdin, et ils se sont retrouvés à devoir mettre un fil pour rendre le drone captif, justement pour pouvoir faire le vol et avoir les agréments des GAC. Et donc ça, finalement, c'est là où le filaire, le concept du filaire a commencé à me trotter dans la tête. Et on a bossé sur des premiers protos. Voilà. Après, moi, je suis parti faire une formation un peu plus business parce que c'était là où j'étais le plus à l'aise. Et on s'est associé avec Timothée. Donc 2014, c'est là où on a démarré l'aventure. Les systèmes existaient déjà aux États-Unis. Le concept du filaire est assez intéressant parce que ça permet de résoudre 3 enjeux. Le premier, c'est l'alimentation, effectivement. Donc aujourd'hui, on arrive à faire à voler des drones pendant 50 heures. Le deuxième sujet, c'est les communications. Donc on va passer en filaire les communications, donc la télémétrie et puis le lien de contrôle, ce qui permet de s'affranchir des contraintes de brouillage, de jamming ou alors de hacking. Et puis le troisième attrait, c'est le fait de pouvoir rendre le drone captif. Donc là, c'est vraiment légal, quoi. Pouvoir se dire, le drone, il va rester sur une sphère de vol. Donc l'enjeu des aviations civiles en général, c'est de protéger les aéronefs dans le ciel et puis les personnes au sol. Et donc le fil permet de maîtriser complètement l'évolution. La première vente a eu lieu en 2015 auprès de Thales, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Au tout début le lancement de la boîte, quand on était en phase d'amorçage, c'est toujours un peu le jalon, c'est la première vente, c'est de voir ce qu'on arrive à trouver le product market fit. Donc c'est le moment où on a un produit qui a de la valeur pour un client et le client est prêt à payer pour l'acheter. Pour nous, ça a été il y a eu pas mal de réajustements et de pivots sur le produit qu'on voulait faire au début, le prix, etc. Et on avait ciblé au début plutôt les boîtes de services de drones pour de l'inspection industrielle. Et petit à petit, en fait, on s'est repositionné essentiellement sur le segment sécurité défense. Voilà, donc moi, on était 2 au début. Donc Timothée, lui, travaillait plutôt sur la partie prototype.
pour faire la première station filaire. Et moi, en parallèle, je travaillais sur rechercher des financements. Donc, c'était essentiellement des concours et rechercher les premiers clients pour faire la première vente. Et on s'est retrouvé comme ça à pitcher la société à San Francisco dans un concours de start-up. On était en finale. Et donc, on a remporté le prix. C'était 15 000 €. Et donc, pour fêter ça, on est parti faire un petit trip à côté de San Francisco au lac Tahoe. Et sur la route, il se trouve qu'il y avait, à l'époque, on avait 2-3 concurrents. Il se trouve qu'il y en avait un par hasard qui était vraiment pas loin de notre route. Et on s'est dit, bon, allez, on va passer, toquer à la porte. Et puis on va voir qu'on va engager. On savait pas très bien pourquoi. Très franchement, on en faisait ça. D'ailleurs, c'était assez marrant parce que le gars il s'appelait Wade. Il nous accueille, et puis ça a duré 10 minutes, pas plus. On présente les slides du concours. Voilà, je lui explique ce qu'on veut faire, etc. Et puis grand silence. Et ce gars nous dit, bon bah ok, vous êtes étudiant. Il dit, you don't have deep pockets. Donc vous avez pas un sou en poche. Qu'est-ce que vous faites là? Ok, circulez. Donc bon, on sort, on se dit bon, tant pis, c'est pas grave. On continue et on revient en France. Et 2 semaines après, je reçois un coup de fil sur mon téléphone. Et là, c'est Thales qui nous appelle et qui dit je recherche une solution filaire pour drone et vous m'avez été recommandé par Wade de telle société aux US qui nous a dit il y a un acteur français qui fait ça très bien, allez-y. Et ça s'est joué comme ça en fait. À l'américaine quoi. Est-ce que tu as rencontré d'autres difficultés pour concevoir par exemple le drone, pour pouvoir t'implanter en France ou des choses comme ça, non? Oui, il y en a pas mal. Alors, faut que je sélectionne. Je dirais qu'il y a eu ce premier moment vraiment important de la première vente. Donc, premier produit, on le livre. Le client est content. On génère de la marge. Donc, on se dit, là, on a quelque chose. Maintenant, on peut dérouler. On a une première preuve. Donc, phase 2, c'était d'aller chercher des fonds. On a fait notre première levée de fonds à ce moment-là. Et puis, on a fait nos premiers recrutements. Et on a commencé à composer une petite équipe. Et puis, voilà. Et donc, après, c'était assez itératif. Parce qu'on commence à avoir un cercle assez vertueux où on génère beaucoup de feedback de nos clients, on améliore le produit et puis on finance, etc. Donc après, ça s'est fait pas mal par étapes. J'ai eu le deuxième gros moment, ça c'était notre travail de constructeur de stations filaires. On s'est retrouvé ensuite de plus en plus à avoir des clients qui nous disaient les drones que je connecte avec votre station, ils volent 6-7 heures et moi en fait j'ai besoin de voler 24 heures ou plus. Il me faut un drone qui soit fait exactement pour ça. Donc on a pas mal cherché, on n'a pas trouvé, et finalement on a la DGA qui nous a contactés pour nous proposer de faire financer un drone justement pur filaire par le biais d'un rapide. Le rapide pour nos auditeurs, c'est le régime d'appui à l'innovation duale. Hein. C'est un dispositif de subvention. Hein. C'est ça, et donc ça c'était le top départ pour nous pour la conception de l'Orion, qui est notre drone filaire, donc voilà, conçu intégralement pour faire du vol persistant. Il vole 50 heures, complètement automatisé. Et ça a été quand même, on l'a lancé il y a 4 ans. On a démarré le développement, je pense, il y a 5 ans. Et ça a été un bon défi parce que il a fallu déjà recruter et puis trouver les compétences, surtout sur la partie soft embarqué. Toute la partie autopilote, et ça a été assez long. Il a fallu accumuler quand même pas mal d'heures de vol et pas mal de crash pour arriver à quelque chose qui tienne la route. Là on n'a pas mal itéré depuis, hein. Donc on est très content du système, mais ouais, c'est assez long et c'est plus long que ce que j'aurais pu penser au début. Tu es aujourd'hui un fabricant de drones dédié à la sécurité et à la défense. Hein. Bon, je crois même que tu es le leader sur le secteur du drone filaire à l'heure actuelle, leader même mondial. Il y a 3 sociétés sur le segment. Effectivement, je pense que on a eu un bon timing en 2014, qui est une fenêtre qui s'est ouverte. On l'a pris et en tout cas en Europe, on est leader et on est au coude à coude avec 2 autres acteurs. Tu travailles actuellement sur un projet qui s'appelle le projet Nestor de surveillance des frontières européennes. Je crois que tu fais des tests en Grèce, en Turquie et pour aussi tout ce qui est Lituanie, Russie. Alors en Grèce et en Lituanie, oui, c'est aux frontières. Nous, nos usages, donc le drone filaire, c'est vous avez une caméra qui est à 100 mètres de haut, à peu près, et qui est statique. Et donc, on peut le déplacer. Le système, il va rester 50 heures en vol, et on peut le déplacer à différents points. Et donc, nos concepts d'emploi type, c'est surveillance de frontières, surveillance de bases avancées. Donc là, un scénario plutôt militaire, et puis ensuite communication tactique.
Donc là, on va mettre des relais. Ou alors, surveillance de grands événements. Et donc sur le scénario frontière, effectivement, on est en ce moment. Alors c'est la fin du projet Nestor. Donc c'est un projet financé par l'Union européenne. Et donc c'est avec différentes forces de police, dont celle grecque et celle en Lituanie. Et les scénarios, c'est donc on a déployé il n'y a pas très longtemps l'Orion pour la surveillance à la frontière avec l'oblast de Kaliningrad et puis à la frontière turque. Et là, typiquement, oui, c'est les sujets de protection de frontières et puis les sujets de lutte contre les narcotrafics et puis les trafics un peu en tout genre. Ton drone sert aussi pour des surveillances de manifestations. Tu as eu des manifestations qui étaient intéressantes, notamment, je crois, aux États-Unis. En France, il me semble avoir assisté à une démonstration que tu avais faite sur le Castellet. Oui, alors c'est le scénario type. Ouais, là, on est vraiment sur la surveillance de grands événements. On a par exemple en février, il n'y a pas très longtemps, 2023, on a un système qui était déployé au Super Bowl aux États-Unis à Glendale par la police. Et puis c'est assez fréquent, on avait deux Orions qui étaient aussi pour le Qatar sur la Coupe du Monde. Sur la Ryder Cup également. Ça c'est surtout par le biais des forces de police qui vont être, je sais pas, par exemple aux alentours d'un stade. Ils connaissent les allées et venues et les flux importants de personnes et ils vont positionner le drone par exemple sur un toit, le déployer, se connecter à un PC opération pour caster le flux en direct et ça permet aux polices au sol et puis au commandement de prendre des décisions plus rapidement, plus vite parce que c'est souvent en gestion de crise, chaque seconde compte. Donc le drone est critique dans ces scénarios-là. On peut voir ton drone en fonctionnement sur certaines vidéos, sur différentes plateformes, et on les voit notamment évoluer sous la grêle, sous la pluie, c'est même assez impressionnant. Et je crois que tu as testé dernièrement l'Orion au nord du cercle arctique. Alors oui, c'est il n'y a pas très longtemps au nord de la Norvège. On a un programme en cours avec l'armée norvégienne sur une adaptation du drone pour qu'il puisse emporter des charges lourdes. Donc de 4 à 5 kilos. On a donc l'Orion, c'est un drone qu'on a lancé il y a 3 ans, qui était destiné et qui est toujours destiné plutôt à un usage de surveillance, dont on a parlé des cas d'usage précédemment, mais on charge différents types de caméras avec du tracking, de la détection, et c'est vraiment de la surveillance de périmètre ou de zone. Et on a eu un assez grand nombre de demandes pour embarquer d'autres capteurs plutôt de type radio, relais ou d'autres types d'actionneurs, mais pas liés à la caméra, mais souvent pour des poids qui étaient plus importants que la charge utile de l'Orion standard. Et on a initié il y a 1 an un programme donc de développement, notamment avec le Combat Army Lab de l'armée norvégienne, qui nous a permis de développer et de tester en même temps un Orion Heavy Lift. Voilà, donc c'est l'Orion HL qu'on a annoncé il n'y a pas très longtemps, et on va faire les premières livraisons des systèmes fin mai. Et c'est un système qui permet de porter 5 kg à 50 mètres et 4 kg à 90 mètres, et qui vient avec un Payload Development Kit. Donc c'est un kit d'intégration qui va permettre à tous nos partenaires d'aller intégrer eux-mêmes leurs capteurs spécifiques suivant les types de missions. Avec une durée de vol, je crois, de 50 heures, c'est ça ? C'est ça. Donc après, sur le reste de la structure de ce drone-là, on utilise la base Orion, et donc on bénéficie du temps de vol de 50 heures, de l'automatisation complète du vol, d'interface de navigation type planeur avec les différentes fail-safe, puis l'architecture de sécu. Donc ce qui change essentiellement, c'est le kit d'intégration et puis le système de propulsion. Tu as lancé un programme de test avec des partenaires et qui a permis l'intégration justement réussie d'un système radio. Et l'idée c'était de co-développer la solution et de pouvoir tester différentes radios. Et donc notamment on a pu intégrer la Cordis Array 2 de Radio Nord et puis des relais 5G également. On a fait ça avec un partenaire qui s'appelle Norscom qui nous accompagne en Scandinavie. Mais là on est en train d'intégrer du coup des nouveaux relais plutôt de SIGINT et un IMSI Catcher. Mais ça va ouvrir, c'est assez intéressant, ça va ouvrir quand même un champ d'application qui sera beaucoup plus large, mais toujours dans notre milieu de sécurité et défense. Et dans ce cadre-là, c'était la fin d'un programme d'1 an pour tester cette solution dans des conditions compliquées. Et donc le dernier test était au nord du cercle arctique, il faisait -10, -15, et donc c'était
assez dur. Heureusement, on avait 2 systèmes complets, c'était des proto R&D, mais ça s'est très bien passé. On a quand même eu quelques enjeux, notamment de givre sur les pales. Quand les températures sont un petit peu remontées, où là d'un coup le drone on voit que la consommation augmente à toute vitesse, et on comprend pas bien parce que visuellement le drone vole normalement, et en fait avec le givre on perd de la portance assez rapidement, et là il faut poser en urgence, et c'est assez dur de détecter ça. Ça c'était le plus gros challenge. Après c'était plutôt en termes d'organisation et de logistique pour accéder à la zone, pour se loger, etc. C'était deux opérateurs d'Hélister qui étaient là, Jean-Charles et Steve. Tu te développes effectivement beaucoup en France et à l'international. On peut dire que ton drone, il fonctionne de -50 à +50, puisque entre le cercle arctique et le Qatar, il doit y avoir quand même une sacrée différence. Qu'est-ce qu'on peut dire là? Tu es un peu de partout. Tu es aux US, en Caroline du Nord, à Abidjan. Tu as à peu près 80% de tes ventes qui sont à l'export. Tu vas jusqu'où comme ça? Nous, dans le domaine du drone, on est, je pense, dans la deuxième vague, où on est sur des drones spécialisés, sur des applications bien précises. Donc on a, nous c'est vraiment la verticale sécu défense et puis le vol long. Et du coup nos cibles en fait sont très spécifiques, quoi. Donc on va dans chaque pays, on sait exactement qui aller voir. La société était directement tournée vers l'export. Les premiers clients, donc il y a eu Thales bien sûr, mais après la plupart des autres clients étaient les suivants, c'était Pays-Bas, Belgique, Singapour, mais à chaque fois avec une unité, puis 2, puis 3. Et donc c'était quand même un bon challenge pour arriver à gérer ça sans exploser les frais et les coûts. Voilà. Tout ça, ça demande quand même beaucoup d'argent. Alors je crois que dernièrement, tu as fait une levée de fonds, mais au démarrage, comment tu as trouvé autant d'argent? Il a fallu que tu ailles soudoyer un peu tout le monde, non? Non, je pense pas. En fait, on a été assez économe, déjà parce qu'en fait, on n'avait pas de sous. Et on a chacun mis un peu de notre poche au début, mais bon, on était étudiants, donc c'était les prêts. Je viens de finir d'ailleurs de rembourser le prêt du démarrage. Après on est allé voir la famille, les amis, qui m'ont mis au pot, qui sont toujours au capital. Et puis ça a été quand même assez, je pense, un bon père de famille, dans le sens où on n'a pas dépensé énormément. Après c'était étape par étape, mais les premières ventes, après financer la suite, etc. Donc. Je crois savoir que c'est toi le financier, du moins celui qui gère un peu les finances dans l'équipe, non? C'est ça? Alors on a une bonne complémentarité avec Timothée, et moi je suis plutôt sur la partie finance, marketing et vente. Ouais. Tu as fait une levée de fonds de plusieurs millions d'euros, c'est Omnes et StarQuest Investissement, pour tout ce qui était R&D, et notamment pour une implantation aux US. Comment ça se déroule un peu ce genre de levée de fonds pour une société comme la tienne? Parce que, encore une fois, tu es quand même relativement récent, et c'est bien. C'était un vrai challenge, parce que on est dans 2 domaines un peu compliqués. C'est qu'on fait du hardware. Déjà, ça aide pas. Et après, on a quand même un marquage défense assez fort. C'est à peu près 50% de l'activité. Alors, ça a quand même pas mal changé depuis 1 an, le contexte. Mais il y a 3 ans, ça a été compliqué. Après, du coup, il y a un gros travail de ciblage pour en fait, il n'y a pas 300 fonds ou 400 fonds à contacter. Nous, il y en avait quelques-uns où on savait que la thèse d'investissement du fonds correspondait bien à ce qu'on voulait faire, et qui avait une vraie appétence et une vraie fibre pour les domaines régaliens, de souveraineté, et puis de tech, mais avec hard et soft. Tu t'es fait aider pour monter ces dossiers d'investissement, ces levées de fonds? Oui. Alors à chaque levée de fonds, on passe par un conseil qui nous aide à cibler l'approche et à constituer la documentation. Donc je suis toujours adossé. Ouais. Ouais. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait faire une levée de fonds sur une société qui veut se lancer et qui aurait besoin de faire des investissements? Le premier, ce serait de bien cibler le fonds. Ce serait d'arriver au bon moment, dans le sens où aller chercher des fonds au moment où il y a 0 sur le compte en banque, c'est vraiment pas le bon moment. Plutôt, c'est un peu comme avec les banques. C'est le moment où tout va bien, où il faut y aller. Ça dure toujours beaucoup plus long que prévu. Et puis y aller au moment où il y a une vraie traction commerciale, où les commandes s'engrangent, on sent qu'on vient de passer un cap, et puis il y a une inflexion. Et avec aussi des noms de clients qui sont porteurs. Et à partir du moment où on peut montrer, ce type de client, j'ai vendu une fois, j'ai dégagé tant avec cette vente,
Et je sais que je peux le répliquer 2000 fois, 3000 fois, parce que je vais aller voir tac, tac, tac. Avec tant d'euros, si vous me les donnez, je peux démarrer ça. Ça prend combien de temps une levée de fonds à peu près ? Entre 6 et 9 mois. Bon, ton drone, il est attaché à la sécurité, aussi bien en ce qui concerne les données que le vol lui-même, puisque comme il est attaché au sol, donc forcément il y a moins de risques qu'il s'en aille. Tu disposes de briques d'intelligence artificielle, par exemple pour des reconnaissances de personnes, de plaques d'immatriculation ou des choses comme ça, non ? Nous, on est vraiment focalisé sur le vecteur aujourd'hui. Donc nos enjeux, ça a été d'abord la partie puissance, électronique de puissance, pour avoir un fil très fin et puis monter haut avec des grosses caméras. On a pas mal bossé sur l'électronique embarquée et puis le soft. Aujourd'hui, on a de plus en plus le barycentre dans l'équipe R&D penche de plus en plus vers la partie soft, mais c'est surtout du soft embarqué et puis de l'IHM, donc l'interface de contrôle. Les sujets, c'est un vrai sujet, la partie intelligence de l'image. On s'appuie aujourd'hui beaucoup sur des briques qu'on va acheter ou alors par des partenariats. On développe pas ça en interne, mais par contre, facialement pour le client, on est capable de proposer, des systèmes qui vont être automatisés de A à Z au niveau du vol, mais aussi au niveau des rondes de la caméra, en plaçant des points d'intérêt sur une carte. La caméra va pointer automatiquement. On est capable de proposer des solutions aussi de tracking, donc de suivi véhicule ou personne, et puis de détection. Ça, c'est une fonction qui nous était beaucoup demandée, une fonction de détection de parties mobiles sur l'écran, parce que quand on est en grand angle et que ça fait 20 heures qu'on regarde l'écran, c'est juste impossible d'aller voir un petit truc qui bouge. Et donc là, on a des alertes qui sont programmées et qui facilite pas mal la vie. On l'a vu, c'est un drone, un système qui est très intéressant, mais qui peut voler avec une autonomie, on pourrait dire illimitée, puisqu'il est alimenté en permanence par le sol. Mais à un moment donné, il faut bien que le drone redescende, ne serait-ce que pour faire un peu l'entretien, etc. Combien de temps on peut rester en vol, par exemple, avec un drone avant de faire de la maintenance ? Aujourd'hui, on est à 50 heures, mais c'est récent. On était à 24 heures il y a quelques mois, puis à 12 heures il y a 2 ans. Donc ça évolue assez vite. Le frein, on va dire que c'est plutôt l'accumulé des dizaines de milliers d'heures de vol. Donc on s'est structuré avec une grande cage connectée au bureau. Mais voilà, c'est assez itératif. On a les principaux enjeux, ça a été beaucoup le durcissement du drone, parce que sur 50 heures, on a quand même des chances d'avoir des conditions de vent, de pluie qui changent beaucoup. Il y a un enjeu de positionnement aussi. Parce qu'on a des dérives assez rapides, typiquement entre le jour et la nuit pour le baromètre. On peut vite avoir des grosses dérives de plus ou moins 20 mètres. Ça nous arrivait au début. Et voilà. Et après, le reste, c'est plutôt de la fiabilisation, l'industrialisation, et puis du test beaucoup. Quelle est la hauteur maximale qu'on peut atteindre avec un drone filaire ? Oui, alors nous, nos systèmes vendus au catalogue volent jusqu'à 100 mètres. Le plus haut. On avait fait un système à 130 mètres. Pour pousser un petit peu, c'est possible de faire plus, mais il y a quand même un point d'équilibre entre la taille du drone, la taille du générateur, et puis ce qu'on veut voir, et aussi les capacités de la caméra. Parce qu'il y a un moment où ça sert plus à grand chose de monter à 150-200 mètres si on peut plus rien emporter, ou alors s'il faut un camion complet pour déployer le système, quoi. Entre 50 et 100 mètres, on résout 98% des scénarios. Il y a aussi le transport de l'énergie, non ? On est obligé de passer en haute tension, non ? C'est ça ? Oui, alors l'enjeu, c'est que là, on va passer en haute tension, et ensuite, il faut isoler pour être aux normes. CE, IEC, etc. Je pense que c'est un de nos bons actifs, c'est qu'on a assez vite déposé un brevet sur la régulation dans le câble, qui nous permet, pour rester en scénario basse tension, 20% de mieux que la concurrence. Il y a des marchés français, là, aujourd'hui, en dehors de ceux que tu as cités, des petites structures qui pourraient être intéressées par ton système ? Alors oui, nous, sur l'activité, on a à peu près 70-80% qui est gouvernemental, entre police et militaire, et après, on a un bon tiers de sociétés privées, donc soit de services, soit sécurité privée, soit des sociétés de médias. Et les applications qui ressortent fréquemment, c'est le live. Donc pouvoir faire par exemple du live on parlait tout à l'heure, je crois, du Castellet. Mais typiquement, il y a une boîte de service qui avait couvert aussi les 24 heures du Mans. On avait eu aussi les lives de Formule 1. Là, l'avantage, c'est que la caméra reste allumée et en vol en l'air pendant 2 heures à un endroit précis, et on conserve une certaine latitude avec le fil. On peut toujours faire des travelling ou des mouvements intéressants.
Donc ça, c'est le premier use case. Ensuite, on a aussi des clients qui ont des gros volumes d'inspection à faire sur des structures plutôt verticales, donc type éolienne ou type antenne de télécommunication, des choses comme ça, et ils en ont, 50 ou 100 à faire. Et là, le coût des batteries, la gestion du parc des batteries devient très compliqué. Il y a aussi l'enjeu législation, et simplement pour avoir un process de travail qui soit très fluide, il passe au filaire. Est-ce que tu aurais quelque chose que l'on n'a pas abordé, que tu aimerais rajouter pour cette dernière minute d'émission ? Non, merci beaucoup pour l'invitation. Si vous voulez suivre la société, donc on est surtout sur LinkedIn, où on publie fréquemment. On a pas mal cette année, ça va être une année assez dense en lancement produit. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Tu as un site internet ? Alors, elistair.com, elistair.com. Voilà, n'hésitez pas. Et on fait aussi des live démos, donc en ligne à peu près tous les 2 mois. Donc les prochaines dates sont sur le site, n'hésitez pas. Et puis on présente la gamme, on les fait voler, et puis il y a un chat, donc chacun peut poser ses questions. Et après on fait régulièrement aussi des démonstrations sur site chez nous ou chez les clients. Oui, je sais, j'avais bénéficié d'ailleurs d'une de tes démonstrations et je t'en remercie encore, c'était en 2018 et c'était vraiment très très bien. Je te remercie pour cet agréable moment. Merci à tous, merci, au revoir. Au revoir Thierry, merci. Une interview réalisée par Thierry Mort pour Fréquence Drone.